Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons expliquer le principe du calcul d'une température de flamme. La température de flamme est la température atteinte par un système lors d'une évolution chimique dans les conditions suivantes. Lorsque la pression est constante, lorsque l'évolution est adiabatique et lorsque le système est fermé. Et dans ces conditions, un système qui est composé de réactifs à une température initiale T0 peut évoluer pour donner des produits à une température finale TF, où TF est différente de T0. Et nous allons exprimer la variation d'enthalpie d'un tel système. Cette variation d'enthalpie, lorsque le système est fermé, évolue dans des conditions adiabatiques à pression constante, est égale au transfert thermique reçu de la part de l'extérieur à pression constante. Et ce transfert thermique, il vaut 0 puisque le système est adiabatique. Adiabatique, ça veut dire que le transfert thermique reçu de la part de l'extérieur vaut justement 0 joule. Par ailleurs, nous savons exprimer la variation d'enthalpie d'un système. Pour un système fermé, la variation d'enthalpie est égale à l'intégrale de T0 à Tf de la capacité thermique du système à pression constante fois dt plus delta RH xf. Et l'expression que nous avons obtenue ici est la formule qui va nous permettre, théoriquement, de calculer TF qui se cache ici. Le problème délicat, c'est que la capacité thermique du système dépend de l'avancement x du système. Et que donc, nous allons avoir une expression de Cp très compliquée, et même si cette expression est parfaitement correcte, le développement mathématique est assez long pour obtenir la réponse finale. Nous avons donc une autre manière d'aborder la température de flamme qui est la suivante. Nous allons imaginer nos réactifs, toujours à la température T0, et nous souhaitons les voir donner les produits à la température finale. Nous savons que lors de cette réaction, la variation d'enthalpie du système se note ΔH. Eh bien, nous allons imaginer que cette réaction va se faire en deux étapes. Une première étape consiste à réaliser la réaction à la température constante T0. Nous allons donc obtenir les produits à la température T0, puis nous allons imaginer que toute l'énergie dépensée lors de cette réaction-là va servir à chauffer l'ensemble des produits pour obtenir la température finale. Nous avons donc décomposé notre évolution en deux parties. Une partie à température constante et une partie sans réaction chimique. L'intérêt de faire ce cycle-là se cache dans le calcul qui va en résulter. Lors de la première étape, la variation d'enthalpie à température constante du système s'exprime comme, alors nous pouvons utiliser le même genre de formule qu'ici, variation à pression constante de température, de l'intégrale de Cp dt, puisque la température est constante, alors ce terme-là sera nul. Il ne nous reste, pour cette variation d'enthalpie de l'étape 1, que le terme delta RH fois xf. Et la variation d'enthalpie lors de la deuxième étape est égale à l'intégrale de T0 à Tf de la capacité thermique à pression constante, mais cette fois-ci de la capacité du système dans sa composition finale dt. Et nous voyons que la capacité thermique du système final n'est pas la même que la capacité ici, puisque ici elle varie en fonction de l'avancement de la réaction, alors qu'ici elle est égale à la capacité du système final. J'entends par là que la capacité thermique du système final correspond à la capacité thermique des produits, évidemment, qui ont été obtenus, plus la capacité thermique des réactifs qui n'auraient pas réagi, si les conditions initiales étaient non stoichiométriques par exemple, plus la capacité thermique des éventuels constituants du mélange initial qui n'auraient pas participé à la réaction. C'est le cas par exemple lorsque l'on réalise la combustion du méthane dans l'air. Le méthane va réagir avec le dioxygène pour donner du CO2 et de l'eau H2O, mais du diazote est également présent dès le départ. Il ne participe pas à la réaction, par contre il fait bien partie des produits, des éléments présents à cette étape-là, et donc ce diazote va également profiter de l'échauffement dû à la réaction pour augmenter sa température jusqu'à la température finale. Donc dans le système final, il n'y a pas que les produits de la réaction, il y a toute
tout le système composé tel qu'il est une fois que la réaction est terminée. Il ne nous reste plus qu'à utiliser maintenant les propriétés du cycle pour dire que la variation totale d'enthalpie ici se décompose en delta H1 plus delta H2 et que cette variation d'enthalpie est nulle, comme nous l'avons écrit déjà tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à développer ces expressions-là en disant que delta H1 c'est delta RH XF, delta H2 c'est intégrale de T0 à Tf du Cp du système dans sa composition finale dt égale 0. J'insiste bien sur le fait que la capacité thermique ici qui évolue lors de la réaction, lorsque l'on fait le calcul ici au total de cette partie-là, elle est égale à cette expression-là. Donc finalement, cette expression de la capacité thermique du système final est plus simple que tout à l'heure, et elle est plus simple parce qu'une partie des calculs qui étaient cachés ici a déjà été simplifiée de par l'écriture du cycle. Il ne nous reste plus qu'à donner un exemple assez simple. L'exemple, on va imaginer que la capacité thermique du système dans son état final est constante, histoire de pouvoir terminer le calcul et montrer comment est-ce qu'il peut se terminer. Alors, nous allons pouvoir écrire que delta RH XF plus Cp, qui est considéré comme constant, je peux le sortir de l'intégrale, fois Tf moins T0 égale 0, ce qui nous donne delta RH XF plus CPTF moins CPT0 égale 0, et on en déduit que Tf est égal à CPT0 moins delta RH XF sur Cp. Voilà une illustration de ce que représente le calcul d'une température de flamme. Je vous remercie pour votre attention.